pense pas à ça. Hein. Non. Alors, j'ai essayé de vous lister un petit peu tout ce qu'on peut avoir comme type d'astrologie. Donc, il y a l'astrologie karmique. Donc ça, c'est quoi? L'astrologie karmique, le concept, c'est oriental, c'est-à-dire le karma, ça existe. On a des vies antérieures, on a notre vie actuelle et on aura des vies futures. Et de dire, le nœud sud, donc qui chez eux s'appelle Ketu, c'est nos vies antérieures. Et c'est là où on diffère, je pense, en astrologie occidentale, c'est que nous, on dit que le nœud sud qui est Ketu, ou la queue du dragon, c'est nos vies antérieures, et que notre vie actuelle, qui serait dans le système oriental, le dharma, donc le karma, le dharma, c'est ce qu'on doit faire pour améliorer nos conditions de vie futures. Donc c'est-à-dire que dans notre vie actuelle, on se trouve au centre d'une action. Et si on joue correctement sur cette action, c'est-à-dire si on rectifie bien les actions passées, on aura plus tard les fruits, dans le futur, on aura les fruits de ces actions présentes. Hein, vous voyez, c'est vraiment un chemin. Donc l'astrologie karmique, c'est vrai qu'elle se situe un petit peu, elle est limite analyse et ésotérique. Hein, elle est un petit peu, c'est vraiment un concept du karma et du dharma. Donc c'est un concept oriental appliqué sur une astrologie occidentale. On a aussi Saturne, la lune noire, tout ce qui est rétrogradation aussi, qui peut nous donner des informations sur des actions ou des comportements de vie précédente qu'il faut rectifier. Sachant par exemple, je dis n'importe quoi, imaginons, on a un thème comme ça, toutes les planètes, par exemple. Imaginons un nœud sud, alors lui, je ne sais pas où il est là, donc là, c'est pas un bon exemple, mais le nœud sud, c'est ce signe-là, là. C'est ça le nœud sud. Et ça, c'est le nœud nord. Imaginons que le nœud sud soit en carré à Pluton. Ça pourrait vouloir dire, par exemple, que dans une vie précédente, on a pu subir une guerre, puisque Pluton, c'est la guerre. Ou à faire de l'abus de pouvoir, où il y a forcément eu de la violence. Donc c'est comme ça qu'on peut en déduire. Alors on ne va pas vous dire, on ne va pas jouer les Ptolémées à diviser la Terre en 24 parts. Moi je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Il y a des astrologues qui utilisent les signes en disant, les signes, en disant telle région du globe correspond à tel signe. Moi je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai trouvé. Donc ça, je m'en méfie un petit peu. Alors, à chaque fois, je vais vous donner le nom d'une personne qui est branchée de cette astrologie. Donc là, on a Laurence Larzul, qui est vraiment branchée astrologie karmique. Il y en a d'autres, Marie-Thérèse de Longchamp, je pense qu'elle a fait ça aussi. Bon, il y en a plein d'autres. Mais celle-là, elle a vraiment marqué par ça. Elle a fait que, j'allais dire, même elle a fait que ça. C'est sa spécialisation. Oui, voilà. On a l'astrologie médicale aussi, qui n'a rien à voir. Là, ça va pouvoir définir des zones fragiles ou fortes au niveau de la santé. Par exemple, le bélier, c'est la tête. Et au fur et à mesure qu'on descend, on arrive aux poissons qui sont les pieds. C'est quand même juste. Les planètes ont aussi une fonction. Donc les signes, c'est des zones du corps. Et les planètes, on va dire que c'est des fonctions. Par exemple, Vénus, c'est la fonction veineuse, la circulation. Mercure, ça peut être l'audition. C'est la thyroïde aussi. L'estomac, le foie, c'est le signe du cancer. Donc vous voyez qu'on a des correspondances. Alors j'imagine, je vous ai mis par exemple, le soleil ça gouverne la rate et le cœur, évidemment, le cœur. Mercure c'est les poumons, l'audition, la thyroïde, avec Vénus qui gère le système veineux et les reins. Vénus c'est l'équilibre, c'est le maître de la balance, c'est les reins dans le dos. Mars c'est les muscles et le sang. Jupiter, c'est tout ce qui est inflammatoire. Saturne, c'est tout ce qui est calcification, les calculs rénaux, etc. C'est tout ce qui condense, qui concentre. Uranus, la circulation sanguine, les infarctus, et tout ce qui est fracture, accident, etc. Neptune, c'est système lymphatique. Et les maladies orphelines, les maladies absurdes, j'allais dire. Auto-immunes aussi. Et Pluton, c'est tout ce qui est cancer. Alors, une des astrologues bien réputées dans le domaine, c'est Irène Andrieux.
Ouais. Hein, elle a vraiment beaucoup. C'est naturopathe. Oui, Dieu, natural. il me semble. Oui. Ouais. Oui, C'est vrai qu'elle a beaucoup travaillé. Irène Karmique. Irène Andrieux. A-N-D-R-I-E-U. Donc en voyant par exemple un aspect. Très désagréable. Alors là, oui. Oh mon Dieu. Oh, faut pas dire ça. Pardon. Par exemple, Jupiter carré à Pluton ici, on se dit, bon, on va chercher en astrologie, médicale ce que ça peut bien pouvoir générer. Donc c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Donc les aspects bleus positifs, j'allais dire, plus faciles à vivre, sont plutôt des forces qu'on a, hein, et les aspects rouges, les oppositions, les carrés, là c'est plutôt des difficultés qu'on va avoir. Alors des difficultés qui peuvent s'exprimer, pas forcément au niveau de la santé, qui peuvent s'exprimer au niveau du caractère, par exemple. Par exemple, voir si quelqu'un va avoir une maladie grave, etc., ça va être la maison 12, la maison 6, la maison 1, parce que c'est la vitalité, c'est le type de vitalité qu'on a. Un ascendant poisson, par exemple, il n'a pas une super vitalité. Hein. C'est ascendant capricorne, pareil. Un ascendant bélier, il va péter le feu. Sauf que, par exemple, en astrologie médicale, on dit que les Jupiter et tous les signes de feu sont des signes qui ne sont pas capables, qui a priori ont des difficultés à stocker leur énergie. Ils vont tout dépenser d'un coup. Et puis d'un seul coup, paf, plus personne. Donc il n'y a plus d'énergie, et puis des fois, il n'y a plus personne non plus. Vous voyez, les pathologies cardiaques, les choses comme ça, ça peut être ça. C'est d'un seul coup. Alors que Saturne, le Capricorne, les signes de terre, ils stockent de l'énergie. Il y en a toujours à revendre. Ils vont vous dire, je suis crevé, et en fait, il y a encore tout ça. Alors que, avant qu'un signe de feu ne vous dise, je suis crevé, il sera déjà là, lui. Vous voyez? Et c'est très intéressant, l'astrologie médicale, Ça fait un complément d'information supplémentaire. Ah ben oui. Mais je vous dis, il faut quand même qu'il y ait des maisons qui soient activées pour dire il va être malade. Par exemple, Jupiter en maison 12, ça peut être des inflammations, mais ça peut être aussi la chance de ne pas avoir de maladie grave. Donc l'astrologie, l'astrogénéalogie, donc Jean-François Berry considère que la maison 9, ça va nous donner des indications sur comment la mère a vécu l'annonce de sa grossesse. Et puis ensuite, par exemple, en astrologie, la maison 4, c'est le père. Donc la maison 5, ça va être le père du père, donc ça va être le grand-père de la personne, et la maison 6, ça va être l'arrière-grand-père. Donc ça, c'est le père. Et ça, c'est la mère. La maison 10, c'est la mère. En astrologie occidentale, la maison 10, c'est la mère. Bon, il y a d'autres astrologues qui disent que c'est le père, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Jean-François Berry, pour lui, c'est la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, et les autres ancêtres. Après, ça va jusqu'à... Donc, si par exemple il y a un problème avec le soleil en maison 9, ça peut être un problème de paternité dans la lignée. Si c'est la lune, ça peut être un problème avec les femmes dans la lignée. S'il y a un problème, c'est pas dit qu'il y en ait un. Donc ça vous donne des indications vraiment sur comment est vécu tout ce qui s'est passé avant vous, mais au niveau, alors là on n'est plus dans l'astrologie karmique, au niveau des ancêtres. Donc c'est ce qui dit, par exemple, Pluton évoque les mémoires de guerre. Hein, c'est pareil, ça nous ramène un peu. De toute façon, d'après moi, le nœud sud aussi, ça nous indique des choses sur nos ancêtres. Le maître du nœud sud nous indique aussi des choses sur nos ancêtres. On a déjà plein d'autres choses déjà avant de... Donc voilà, mais c'est très intéressant l'histoire de l'astrogénéalogie. Pour les gens qui font des constellations familiales, par exemple, ça peut donner des éléments en plus. Ensuite, on a l'astrologie mondiale, donc ça, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc ça postule que chaque pays a un thème natal, on peut dire. Hein. Donc la 5e République en France, alors le soleil était en balance le jour de la signature, soleil en balance, lune en bélier, donc opposition soleil-lune, elle s'est faite un jour de pleine lune, donc conflit, on est quand même un pays un peu macho, hein. Conflit homme-femme, soleil-lune, ascendant poisson,
et milieu du ciel en Sagittaire. Voilà, c'est ce que donne le thème de la Ve République. Moi, je pense que la Lune en Bélier, elle est hyper présente en France. Hein. De manière générale, le Bélier est présent en France. La France est toujours le premier pays à faire grève, à râler, à dénoncer. Je pense que la France est très marquée par le Bélier. Et les États-Unis par le signe du Cancer. Hein, on se protège. Hein. On se protège. Il ne faut pas que nos soldats soient abîmés. C'est pas grave si on abîme ceux des autres, mais les nôtres, il ne faut pas qu'ils soient abîmés. C'est vraiment le Cancer qui protège son espace, sa maison. Alors, oui, je vais continuer, puis on verra. Peut-être que la vidéo s'arrêtera. 1988-1990. Par exemple, alors comment ils font les astrologues, merci, les astrologues qui s'intéressent à l'astrologie mondiale? Ils prennent, par exemple, en ce moment, c'est vraiment un cas typique, Saturne conjoint Jupiter, conjoint Pluton. Ils s'intéressent aux conjonctions et aux aspects entre les planètes quand elles font des amas comme ça. Un amas, c'est quand il y a plusieurs planètes. En 88, de 88 à 90, on avait une conjonction Saturne-Uranus-Neptune. C'est la fin du mur de Berlin. C'est Tiananmen. C'était la Roumanie avec Ceausescu qui a été, vous vous rappelez, qui est tombée. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Il y a eu d'autres choses, un peu plus positives que celle-là. Bref, je ne sais plus. Et 88-90, c'est aussi la naissance d'Erasmus. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment les jeunes qui ont profité de ça, c'est des gamins qui sont nés à ce moment-là. Dans les années 88-90, ils ont vraiment profité du programme d'Erasmus. Donc en fait, quand on... 88-89, Saturne, Uranus, Neptune, c'était Uranus-Neptune, Saturne, ça nous oblige à faire quelque chose. Donc ça nous a obligés à avoir une forme de réalité. Le mur de Berlin, paf, il a bien fallu prendre une décision. On a dit on ouvre les portes. Uranus, c'est le changement, et Neptune, c'est l'embrouille. Ça embrouille tout. Mais en même temps, c'est une grande ouverture. Ouais, voilà. C'est une immense ouverture. Il ne peut pas y avoir plus grand. C'est la mondialisation, en fait. Hein. C'est la mondialisation. Les murs sont tombés. Oui. Il n'y avait plus le bloc, il n'y en avait plus. Oui. 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 Mais ça a donné des gens qui ont voyagé, les jeunes, qui ont maintenant 25, 30 ans, qui ont profité d'Erasmus et qui voyagent, et qui travaillent dans le monde entier, et qui ne sont pas du tout dérangés par ça. Par contre, par exemple, en 1943, alors pourquoi est-ce que j'avais noté ça? Ah oui, c'était Neptune. Ah non, en 1966, on a eu la conjonction Uranus-Pluton. Et là, c'était en Vierge. Et la Vierge, ça a été le départ de l'informatique pour tous. La Vierge, c'est l'analyse. Hein. La Vierge, ça analyse. C'est vraiment le mental à l'état pur. Et là, c'était le début des ordinateurs. Et puis évidemment, ça a été plein d'autres choses que je n'ai pas laissé d'ailleurs. Donc là, alors ce que j'avais trouvé intéressant aussi, c'est que je me suis dit, tiens, Hitler, qui était quand même une image, Pluton en Lion. Pluton met 247 ans à faire son petit tour, donc il était déjà en Lion 247 ans avant, et ça tombe sous le règne de Louis XIV. C'est vraiment les figures, c'est vraiment des figures fortes au niveau politique. Le Lion, c'est le Lion. C'est que c'était quand même une forme de dictature aussi, hein. Je pense Louis XIV, ça ne devait pas être triste. Hein. Donc ça, c'est l'astrologie mondiale. Donc évidemment, quand nous on a vu débarquer Jupiter, Saturne, Pluton, et quand on a su que Mars allait passer sur tout ça au mois de mars, on se doutait bien que voilà, ça n'allait pas être facile. On a l'astropsychologie qui est hyper intéressante. Alors là, c'est Lise Green et comment il s'appelle, Edward Sasportas, avec qui elle a écrit des livres.
Piers-Green, c'est une psychologue, et elle a mis en relation les phases du développement humain, donc la phase, j'ai mis mon petit mémo, mais la phase de gestation, reliée à la maison 12 et à Neptune, la phase de la naissance, l'ascendant. Alors, elle a imaginé l'ascendant. L'ascendant, c'est l'heure à laquelle on est. C'est l'heure, c'est la minute, c'est la seconde à laquelle on est. Elle a imaginé comme si on lâchait un oiseau, et qu'est-ce qu'il fait? Donc l'ascendant bélier, alors c'est rigolo. Alors là, je vais vous redonner exactement ce qu'elle a dit. L'ascendant bélier, lui, il va se précipiter, peut-être la première pour éclore. C'est l'oiseau qui va picorer l'œuf, et puis qui va vouloir sortir tout de suite. Et casser la coquille d'un seul coup pour apparaître sur scène. Donc elle a vraiment comparé ça. Et alors, ce qu'elle explique aussi, c'est que l'ascendant, c'est notre façon systématique de commencer les choses. Dès qu'on commence quelque chose, on va le commencer sous la couleur, avec la couleur de notre ascendant. Parce que c'est comme ça qu'on est arrivé, c'est comme ça qu'on a commencé notre vie. C'est symbolique de tout ce qu'on fera plus tard et de tout ce qu'on démarrera. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître son ascendant sous cette optique-là. L'ascendant taureau, lui, il va passer un bon moment à regarder d'abord par la fenêtre pour être sûr qu'il n'y a aucun danger, avant d'esquisser le moindre mouvement. Le taureau, on sait bien qu'il est lent, c'est pas un rapide. Il va attendre aussi longtemps que possible avant de bouger. Mais dès que le changement lui semblera indispensable, il se montrera très résolu et ira jusqu'au bout. Voilà, donc c'est l'ascendant taureau, et c'est la façon dont une personne va entamer quelque chose. C'est vrai que le taureau, il est têtu, et il va jusqu'au bout après. Le Gémeaux, lui, l'ascendant Gémeaux, il va donner des petits coups de bec un peu partout sur la coquille, où il va commencer, puis il se laissera ensuite distraire par autre chose. Hein, c'est le Gémeaux, ça c'est le singe qui va aller voir à droite, à gauche. Alors le Gémeaux, il peut également se demander s'il faut vraiment le faire, et peser le pour ou le contre, parce que c'est un signe mental aussi. Bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Alors, il voudra sans doute, c'est rigolo, parce qu'il voudra sans doute d'abord tout lire sur la nature de la sortie de l'œuf avant de se lancer, et cherchera à discuter la question avec d'autres oiseaux du voisinage. L'ascendant Cancer, il ressent le besoin de s'extraire à coups de bec ou de bouger. Il commence par donner des coups de bec, puis hésite en pensant « il vaut mieux rester dans un endroit que je connais déjà ». C'est le Cancer, la petite maison, le machin, et il retourne à l'intérieur. Mais finalement, il ne se sent pas très bien dedans non plus, et il se remet à donner des petits coups de bec pour sortir. L'ascendant Lion, il attend en général le meilleur moment pour faire une entrée fracassante et faire éruption majestueusement sur la scène. L'ascendant Vierge, il voudra vivre une éclosion bien ordonnée, en rangeant tout après chaque série de coups de bec. Il craint de ne pas y arriver, c'est pourquoi il s'applique tellement. C'est le bon élève, l'ascendant Vierge. C'est ça. C'est bien. C'est rigolo, hein, ça. L'oiseau ascendant Balance, il va privilégier le côté esthétique en agissant avec goût et beaucoup d'allure. En tant que signe d'air, il voudra s'assurer qu'il s'agit d'un événement parfaitement justifié, et il agira ensuite avec beaucoup d'honnêteté, ou du moins de son point de vue. Mais il peut s'arranger pour que ce soit les autres qui le forcent à changer ou à agir, car il se sent ainsi dégagé de toute responsabilité personnelle. Là, on est vraiment dans la balance. L'ascendant Scorpion peut impliquer un combat. L'oiseau ascendant Scorpion peut impliquer un combat entre la vie et la mort. L'ascendant Scorpion et beaucoup de ceux qui ont Pluton à l'ascendant m'ont raconté qu'eux-mêmes ou leur mère avaient frôlé la mort à leur naissance. Il semble que les ascendants Scorpions créent des situations dramatiques qui leur demandent de grandir et de changer sous peine de mourir, ou du moins de se retrouver en triste état. Donc, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose qui touche le Scorpion, ça complique et c'est difficile. L'oiseau ascendant Sagittaire se lance en général avec enthousiasme dans toute nouvelle phase ou entreprise. Eh mon vieux, je me demande ce qui va se passer. En général, l'ascendant Sagittaire va justifier le changement par un fondement philosophique quelconque. Ou alors, après avoir évalué l'ensemble de la situation, il jugera de la meilleure action à entreprendre. L'ascendant Capricorne résiste habituellement au changement. Mon Dieu, faut-il vraiment en passer par là? C'est un tel effort, je sais pourtant bien qu'il le faudrait. Le Capricorne peut regimber devant cette perspective jusqu'au dernier moment, se demandant toujours si c'est la bonne chose à faire, jusqu'à ce qu'il finisse par capituler. Alors ce qui est intéressant, c'est que tout se recoupe et que c'est les genoux, le Capricorne. Et le Capricorne, il faut qu'il se mette à genoux. Il faut qu'il soit à genoux pour faire les choses. C'est symboliquement, c'est vraiment ça, c'est jusqu'à ce qu'il finisse par capituler.
Le signe du Capricorne, c'est la cristallisation et il faut qu'il capitule, il faut qu'il laisse tomber. L'oiseau ascendant Verseau a besoin, avant d'agir, d'une sorte de compréhension conceptuelle du pourquoi et dans quel but de la chose. Sinon, je ne sors pas. Un oiseau ascendant Poisson va probablement préférer rester dans l'œuf, ça c'est sûr, sauf si on l'attire au dehors en lui demandant de bouger. Les ascendants Poissons ne se sentent forcés d'entrer dans une nouvelle phase et de passer à l'action que si quelqu'un ou quelque chose a besoin qu'il le fasse. Donc c'est le côté sacrifice du Poisson. Si quelqu'un a besoin, j'y vais. Mais sinon, franchement, laissez-moi tranquille, moi je suis bien où je suis. Ah oui, on retrouve des caractéristiques. C'est sympa, oui, c'est très sympa ça, oui, ça donne envie de lire son bouquin. Lise Green, alors c'est tiré du livre, je pense, le développement. Alors, je vous ai mis le développement. Voilà. Le développement de la personnalité. Elle a écrit ça, Lise Green et Howard Sasportas. Ça s'écrit S-A-S-P-O-R-T-A-S. S-A-S-P-O-R-T-A-S. Et c'est surtout elle qui a écrit les bouquins. Et Green, ça s'écrit G-R-2-E-N-E. Voilà. Ah oui, d'accord. Et franchement, c'est passionnant parce que ça correspond à et sa correspondance entre les phases de développement et l'astrologie, c'est vraiment c'est génial. Ouais, ça peut être intéressant. Par exemple, la phase orale. La phase orale, c'est dans l'enfance, c'est je dois manger. Sinon, je meurs. Donc, comment est-ce que je vais faire pour obtenir de la nourriture et de l'amour? Parce vous savez très bien qu'on a fait des expériences sur les enfants en Allemagne qui prouvaient que si on ne donne pas de l'amour à un enfant, il vit pas. Donc comment est-ce que je vais faire? Il va falloir que je fasse du gringue. Comment est-ce que je vais faire? Et c'est là, en fonction de par exemple, alors c'est la lune, tout ce qui est nourriture et affection, c'est la lune, c'est le taureau et c'est le cancer. Donc, en observant ce qui se passe au niveau du taureau, du cancer et de la lune, on va voir comment la personne a vécu la phase orale. Et c'est vraiment bluffant, c'est passionnant. Ah oui, ça a l'air bien ça. La phase oedipienne, c'est l'archétype de l'union. Au départ, un bébé quand il naît, il pense qu'il fait un avec sa mère. Il croit que lui et sa mère, c'est la même personne, c'est la même chose. Et petit à petit, il commence à se rendre compte que non, que sa mère c'est sa mère, et que d'un seul coup il y a un intrus, c'est le père. Donc la phase oedipienne, c'est comment est-ce que je vais vivre cette arrivée du père. Alors ce qu'elle explique, c'est que, j'essaye de reprendre, un aspect difficile entre le soleil et Mars. Alors évidemment, c'est ce que je vous dis toujours, Mars c'est comment est-ce que je vais m'affirmer. Et le soleil c'est le père. Donc s'il y a un carré, donc un mauvais aspect entre le soleil, le père et Mars, comment je m'affirme, là on se doute bien que ça chauffe. Et que la phase oedipienne, elle ne va pas se faire comme ça. Le père, par exemple, quelqu'un qui a un soleil opposé à Mars, à Uranus ou à Pluton, il peut expérimenter l'intrusion du père dans cette espèce d'osmose enfant-mère carrément comme un viol. Et carrément concevoir toutes ces relations avec les hommes ensuite comme une agression. Donc ça peut vraiment expliquer beaucoup de choses aussi. Le père, on peut le voir avec le soleil, mais c'est Saturne aussi quand il commence à devenir un peu castrateur comme ça. Donc, dans un thème, on peut étudier ça, on peut essayer de comprendre pourquoi la personne elle l'a vécu comme ça. Donc c'est passionnant. L'astrologie liée à la psychologie, c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'est surtout Lise Green qui a mis ça. En fait, c'est une psychologue anglaise et elle a heureusement été traduite en français. Parce qu'évidemment, il y a plein de livres passionnants sur toutes sortes de choses, mais ils ne sont pas forcément traduits, les livres, donc voilà, on ne les lit pas. On sent dans l'humour qu'elle est britannique. Hein. Dans les petits descriptifs des oiseaux. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça sent l'Angleterre. C'est vrai, effectivement. Elle est encore vivante. Oui. Oui, d'ailleurs elle a un site internet qui s'appelle mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus son site internet. Vous tapez Lise Green, vous allez tomber sur son site.
Et puis il y a encore une autre astrologie qui est l'astrologie prédictive, dont on a déjà un petit peu parlé, hein, qui est issue de l'astrologie indienne. Donc on l'appelle l'astrologie du Moyen-Âge parce qu'en fait, c'est une espèce de récolte de toutes les informations qu'on a pu avoir au sujet de l'astrologie indienne, arabe, etc., qui sont plus, effectivement, côté prédiction que côté analyse de soi. Donc ça, c'est l'astrologie, vous verrez, c'est la même Moyen-Âge, on appelle ça l'astrologie du Moyen-Âge, l'astrologie horaire, l'astrologie des interrogations, tout ça, c'est la même chose. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas le thème de la personne dont on tient compte, c'est le thème de la question. Et la question intégrée par l'astrologue, c'est-à-dire c'est lui qui va dire, moi j'ai eu la question à l'oreille, tel jour, telle heure, à tel endroit, donc c'est là où il habite. Si quelqu'un pose la question qu'il habite à Tombouctou, ben, ça sera elle, au Sable d'Olonne, ça sera le lieu des Sables d'Olonne qui sera pris en compte. Et l'heure des Sables d'Olonne et le jour des Sables d'Olonne. Donc ça, c'est l'astrologie prédictive. Et on a l'astrologie ésotérique. Alors là, c'est Alice Bailey, surtout, qui est spécialisée complètement là-dedans. Alors elle, comment ça fonctionne? Elle a pris les 12 signes. Elle considère que ce sont des sentiers initiatiques. Que pour chaque signe, il y a un sentier d'initiation en rapport avec les 12 travaux d'Hercule. Donc elle fait un parallèle. Et c'est passionnant aussi. Quand on se penche là-dessus, c'est vraiment... ça peut vraiment nous faire comprendre beaucoup des choses qu'on a à faire encore dans notre vie. Donc ça, c'est... Voilà, Donc là, je vous ai fait un petit récap de quelques astrologies. Évidemment, il y en a encore plein d'autres. Sachant qu'en plus, il y a des gens qui trouvent leur propre méthode. Excuse-moi, elle s'appelle comment l'astrologie? Oui, Alice Bailey, B-A-I-L-E-Y. Merci. Je voulais vous parler de quelque chose tout à l'heure et je pense que c'est peut-être après. Alors, donc je voulais poser la question à quoi ça sert l'astrologie? Et qu'est-ce qu'on peut faire des informations qu'on reçoit dans un thème? Alors, l'astrologie prédictive, évidemment, ça va faire quoi? Ça va satisfaire une curiosité. Ça va peut-être nous aider à calmer une angoisse, à calmer une crainte au sujet d'un événement, d'une relation, d'une situation financière, etc., etc. Donc ça, c'est l'astrologie prédictive. L'astrologie analytique, ou karmique, ou ésotérique, là, ça nous apporte des questions, des réponses sur les causes des choses. Ce que ne fera pas l'astrologie prédictive. L'astrologie prédictive, elle va nous dire, bon bah, moi, l'astrologue, il va dire, bah moi je vois ci, je vois ça, c'est oui, c'est non, c'est quand, et voilà. Mais l'astrologie analytique, karmique, ésotérique, ça va nous dire pourquoi ça nous arrive, pourquoi un événement nous arrive. Donc évidemment, le but, c'est de faire en sorte qu'un événement malheureux, j'allais dire, n'arrive pas. Et que les événements heureux, on les pousse au contraire un peu plus. Donc, toutes ces astrologies, là, ça veut dire que ça implique de prendre conscience de soi-même. Ça veut dire qu'il faut accepter de se regarder. Et ça veut dire qu'il faut accepter de changer. Et c'est pas gagné. Comme disait mon ami astrologue, c'est l'effort qui fait l'effort. C'est plus lui qui le dit. Alors, maintenant, quand on parle d'effort, quand on parle de Saturne, quand on dit « il faut » dans une conversation ou « je dois quelque chose », ça enquiquine tout le monde. Si on veut avancer, il n'y a pas à tortiller, il y a des « il faut », il y a des « je dois » et il y a des efforts. Voilà, il n'y a pas de miracle, rien ne se fait sans rien. C'est là où on voit le rôle positif justement de Saturne, du Capricorne. Si on veut atteindre les hauteurs, d'abord il faut viser la hauteur. C'est pas donné à tout le monde de savoir qu'une hauteur existe. Et il faut faire l'effort de gravir la montagne, sinon on n'a rien. Et qui, comme dirait l'autre, qui n'avance pas, recule. Ça aussi, ça fait pas un pli. Donc voilà. À chacun de faire ce qu'il veut, mais quand on regarde l'astrologie karmique, ce que ça nous ramène de nos vies antérieures,
Et ce que ça nous dit du chemin qu'on doit faire pour atteindre des hauteurs, justement, on a intérêt à en prendre conscience, sinon les choses dégénèrent d'elles-mêmes. Sur Terre, si on n'avance pas, ou si les choses ne fructifient pas, ça pourrit. C'est la nature qui est comme ça. Soit on décide de vivre au printemps toute sa vie, soit on décide de vivre en automne toute sa vie aussi. Et en hiver, là on n'a plus rien. Donc c'est vrai que moi je fais ma petite crise là, j'en ai marre qu'on me dise tu ne dois pas dire je dois dans une phrase, tu ne dois pas dire il faut. Voilà, parce que ça c'est pas positif. Enfin, la méthode Coué, c'est obligé de le dire. Voilà, voilà. Donc, on peut se le dire à soi, mais pas forcément aux autres. On n'a pas à dire aux autres il faut que. Ça répond justement à mon deuxième chapitre, si on peut dire, c'est à quoi elle ne sert pas. L'astrologie ne sert pas à prendre du pouvoir sur les autres. Ça, c'est... Non, ça ne sert pas à ça. Et on ne l'utilise pas aux dépens des autres. On ne cherche pas à devenir un gourou avec l'astrologie. On ne cherche pas à convaincre les autres qu'ils doivent faire quelque chose, ne pas faire quelque chose. Quand, comment, c'est la personne qui doit décider. Et malheureusement, il y a des astrologues qui se prennent un peu pour des gourous. Donc il faut faire attention sur Internet à qui on écoute. Alors l'écouter juste comme ça, évidemment, c'est super, voilà, ça apporte des choses. Maintenant, devenir un accro, j'allais dire, à telle ou telle personne, je ne pense pas que ce soit très sain. Et il y a de plus en plus de gens sur Internet qui font de l'astrologie, il y a beaucoup de super astrologues, évidemment, mais il y a des astrologues qui profitent un petit peu de leur pouvoir sur les autres pour en avoir un peu plus eux-mêmes. Donc là, moi, c'est pas ma philosophie. Je considère que l'astrologie n'est pas un outil à mettre entre toutes les mains. Alors heureusement, c'est compliqué à apprendre. Du coup, c'est long et compliqué. Du coup, c'est pas tout le monde qui va se mettre à être astrologue. Malheureusement, il y a plein de gens qui font une journée d'astrologie et qui se prennent pour des astrologues. Et pourquoi tu dis que c'est pas à mettre Parce que, tiens, justement, alors, c'est quelqu'un que j'ai eu en consultation qui me dit j'ai fait, alors c'était quoi? C'était un stage, du genre un stage de yoga, quelque chose comme ça, et la prof de yoga a fait de l'astrologie pendant un petit moment, et quand elle a vu mon thème, parce que déjà elle a demandé le thème des gens, quand elle a vu mon thème et qu'elle a vu que le nœud sud était en Scorpion, elle ne m'a plus parlé jusqu'à la fin du stage, parce que soi-disant, dans une vie antérieure, j'avais fait de la magie noire. Non. Et là, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oula, il y a du boulot. Oui, c'est oui, d'accord. Donc c'est dangereux, parce que cette personne-là, je l'ai peut-être eu 15 ans après. Elle a cru ce qu'elle lui avait dit. Et quand moi, je lui ai expliqué ce que c'était que le nœud sud en Scorpion en maison 6, elle était vraiment contente d'entendre un autre son de cloche. Là. Elle avait cru la personne. Elle a cru la personne. Elle s'est dit, elle est astrologue, elle se dit astrologue, elle doit bien avoir au moins un petit peu raison, et puis ça laisse du doute. Et le doute, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que le doute. Surtout qu'elle ne lui a pas parlé, ça c'est le plus grave. C'est très... Elle lui dit ça. Oui, mais tu dis après, elle n'est plus occupée parce que... Ah non, elle s'est plus occupée. C'est un mécanisme de manipulation. C'est de la manipulation complète. Donc tu vois, quand tu dis pourquoi, parce qu'en fait, on peut manipuler les gens avec ça et leur dire ah, t'es nulle, hein. Franchement, alors toi, quand je regarde ton thème, t'es pas très intelligente. Et moi, je vais t'expliquer comment ça marche et ce qui est intelligent. Tu vois? Il y en a qui n'ont pas de code moral. J'ai une expérience contraire. C'était une astrologue qui m'a dit oui, toi, tu as un destin, tu es là pour aider les autres et tout ça. Et tu devrais faire ma formation à 300 balles. Et j'ai deux autres copines qui ont fait la formation à 300 balles et qui se sont jamais vraiment installées. Et moi, j'ai eu du recul. Mais, une formation d'astrologie de constellation familiale. C'était un peu tout mélangé. En fait, et dans son discours flatteur, tu es merveilleuse, tu es là pour quelque chose. Il y avait une manipulation positive, mais... Tu as raison, la manipulation, elle peut aussi être positive. Faire croire à des gens qui ont des super destins, comme tu dis,
Alors Disons, ça donne envie, hein, c'est très flatteur de s'entendre dire des choses comme ça, mais je après, sais pas. quand elle te propose la sienne, là, tu Bah voilà, il y avait un truc qui s'enchaînait très vite. En plus, quand tu es en consultation, tu es dans un état de conscience un peu latent, donc tu es prêt à entendre. Et j'ai eu mon petit signal d'alarme qui m'a fait hop, 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 hop. Et puis après, j'ai réfléchi, je fais ah, c'est un peu trop. Ce que tu ne fais pas. Donc si quelqu'un vous dit que vous êtes trop... Ah bah non, alors là, sûrement pas. Je serais même plutôt un peu à essayer de calmer ce genre de croyance je suis nulle ou de croyance je suis génial. La vérité est souvent entre les deux, et puis on peut être nul par moment et génial par d'autres. On n'est pas, donc non, moi je ne joue pas à ça. Quelqu'un effectivement qui vous dit que vous ne serez jamais capable de faire quelque chose, par exemple. Voilà, tu ne seras jamais capable d'être, j'en sais rien moi. Imaginons quelqu'un qui vient voir un astrologue qui lui dit je veux être boulanger. Bah, boulanger, ça veut dire que je travaille la nuit. Donc ça veut dire que je suis courageux pour aller travailler la nuit. Bah, quelqu'un qui va dire oh, bah non, ton Mars il est mal placé, t'es pas très courageux toi comme gars. Et voilà, et comment pourrir la vie de quelqu'un. Donc c'est hyper délicat, on ne dit pas, vraiment on ne dit pas n'importe quoi dans un thème, on essaye plutôt, moi ce que j'essaye c'est d'avoir une vraie conversation avec la personne et de dire, oui ça rentre bien dans le cadre de ce que tu as envie de faire par exemple, ou ça si tu veux le faire, tu vas peut-être croiser telle ou telle difficulté, à toi de voir si tu as envie, à toi de voir si tu es prêt, etc. Mais jamais dire à quelqu'un tu es capable ou tu n'es pas capable, qu'est-ce qu'il en sait l'astrologue d'abord? Il n'en sait rien, et depuis quand il a la science infuse, l'astrologue? Alors un astrologue qui vous fait croire qu'il sait mieux que vous, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est un vrai échange, un thème. C'est pas quelqu'un qui vous dit qui vous êtes. Ça, c'est pas vrai. Alors, ce qu'on peut en attendre, ben, effectivement... alors, je voulais vous parler un petit peu juste d'astrologie mondiale aussi. Ce qu'on peut attendre de l'astrologie mondiale, c'est d'avoir des informations sur le contexte social, par exemple, ou politique, et de prendre des mesures par rapport à ça. Parce que moi, par exemple, je regarde en ce moment, on voit bien le contexte social et économique, et tous ces gens qui ont acheté des boutiques. Vous avez vu un petit peu au niveau des commerçants, c'est la catastrophe, et il y a des gens qui ont acheté une boutique, il y a des gens qui se sont lancés dans quelque chose, c'était vraiment, mais l'année où il fallait pas. Se faire licencier en espérant, imaginez quelqu'un qui se fait licencier en janvier 2020 et qui voit arriver le confinement et machin. Donc l'astrologie mondiale, ça sert à ça aussi, il faut quand même écouter un peu, il faut écouter ce qui se passe un petit peu. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. Et grosso modo, qu'est-ce qu'on peut en attendre? D'avoir des outils pour prendre sa vie en main. Parce que l'astrologie prédictive, ça a un petit côté, ça brille, ça donne envie. Hein, on se dit, oh tiens, je vais avoir ma réponse. Moi, je sais qu'un jour, il a fallu que, quand je me suis installée au Sable, j'habitais à Clichy et j'avais la trouille. J'avais la trouille de tout quitter. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Et je suis allée voir une numérologue, parce qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé d'astrologue à Paris pour le faire. Donc on vient, j'avais trouvé une numérologue géniale, et elle m'avait dit, oui, mais faites attention, parce que votre maison... elle peut avoir des vices je ne sais plus comment on dit, de forme, voilà. Faites attention. Elle avait raison. J'ai acheté une maison, mais en connaissance de cause, j'ai eu de la chance. Je savais où étaient les problèmes. On a pu faire tout réparer par la propriétaire avant de l'habiter. Et elle m'a dit, mais elle n'était pas super chaude quand même pour que je déménage tant que ça. Mais je l'ai fait quand même. Et c'était quelqu'un qui laissait les gens faire ce qu'ils ont à faire. On avait dit par voilà. Ouais. Mais bon, des fois c'est tentant de se dire, il faut que j'aille voir quelqu'un qui me dise est-ce que je déménage, est-ce que je vais avoir un boulot, est-ce que ci, est-ce que ça. C'est bien pour ça que c'est plutôt à l'école qu'on devrait apprendre aux enfants tous les symboles, la mythologie. Parce que l'astrologie analytique, elle reprend ça aussi. Elle ne reprend pas que les phases orales, anales, etc., oedipiennes, etc. C'est aussi... j'ai perdu le fil de ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Enfants, on parlait du libre arbitre et de l'emprise. Oui, parce qu'en fait, l'astrologie occidentale est devenue une astrologie symbolique,
qui se base sur des mythes. Et ces mythes sont devenus des archétypes avec Jung et Freud. Des archétypes, c'est l'archétype par exemple du héros, c'est l'archétype du scandale. Voilà, c'est ça les archétypes. Et dans la mythologie, on retrouve exactement la même chose. Et c'est tout ça qu'on devrait apprendre aux enfants, mais de manière ludique. Il faudrait qu'ils comprennent que la vie, elle est pleine de choses comme ça, et qu'on leur apprenne comment ça fonctionne. Alors je ne dis pas qu'il faut leur apprendre l'astrologie, c'est trop compliqué, mais au moins des bases, au moins pourquoi on apprend la philosophie, et pourquoi on n'apprend pas la psychologie. Ça, moi, je ne comprends pas. Au moins, à mon avis, ça nous rendrait plus heureux que d'apprendre la philosophie. Hein. Oui, mais ça serait dangereux parce qu'on pourrait les manipuler aussi avec la psychologie. Et la philosophie, on les manipule. Oui. C'est un outil, ça dépend qui enseigne. Voilà, c'est ça. Voilà. Heureusement, il n'y a pas que des gens malfaisants sur cette terre. Pas forcément malfaisant, mais mal... Non, il y a quand même des bons profs dans la vie. Oui. Mais alors, la psychologie, c'est... Moi, je vais faire de la publicité pour les cours d'astrologie. Pourquoi des cours d'astrologie? Parce qu'en fait, justement, ça nous permet de prendre en charge notre propre thème. C'est-à-dire, un astrologue, il va dire « Ah tiens, Mars, il est là, avec ça, ça va donner ça. » Mais qui est-ce qui est le mieux à même de savoir ce qui va être bien pour lui? C'est bien lui-même. Et de comment il va interpréter Mars pour lui, il n'y a que lui qui va le faire. L'astrologue ne pourra jamais rentrer à 100% dans l'énergie d'une personne pour pouvoir en sortir quelque chose de fabuleux et une interprétation fabuleuse. Il n'y a que la personne qui peut faire ça. On lui dit, tiens, je te donne des outils, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Essaye de voir dans ta vie comment ça peut t'aider. Ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen, et je dis que c'est le meilleur moyen parce que moi, c'est ce que ça m'a apporté en fait. Apprendre l'astrologie, ça m'a apporté de comprendre comment je fonctionnais. Alors qu'aller voir un astrologue, ça me donne une base, mais à laquelle je suis obligée tout le temps de me référer. Ah oui, il m'a dit ci. Ah oui, elle m'a dit ça. Alors que si j'apprends l'astrologie, là, c'est moi que je suis en train d'apprendre. C'est moi que je suis en train d'apprendre à connaître. Et c'est pour ça que je suis plus pour à la limite, enseigner l'astrologie que faire des consultations. Même si j'adore faire des consultations parce que c'est un échange et que c'est nécessaire pour justement comprendre comment une personne peut vivre son thème, justement. Et puis pouvoir apporter quelque chose à la personne, mais je pense qu'on apporte beaucoup en donnant des cours aussi. Donc c'est pas, alors quand je dis c'est de la pub, c'est de l'humour, je ne fais pas de la pub pour moi, je fais de la pub en général pour l'apprentissage, justement, de comment ça marche et ce qu'on peut en faire pour soi. C'est quand même c'est plus enrichissant d'apprendre que plutôt quelqu'un qui me dit comment ça marche pour moi. Donc, voilà. Je pense qu'on a vu le plus gros. 30 presque. Ouais. Donc, je vais... Eh ben, on va s'arrêter là. La prochaine fois...